Cosa Vostra. Les jeunes publics, c'est la différence dans la manière de consommer l'info. Beaucoup plus d'audiovisuel, beaucoup moins de lecture écrite. Elle est là, la rupture de ces dernières années. Et donc, il faut que nous, on accompagne nos lecteurs dans la manière dont ils consomment l'information, sachant qu'ils la consomment de plusieurs façons. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, et je suis accueilli, je vais vous dire ça, Marc Feuillet, directeur général du groupe Figaro. Marc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci pour l'invitation puisqu'on enregistre dans un de vos studios. On a vu en passant, il y a plein de super studios, notamment télévision. Donc là, on est dans un studio de podcast, ça fait toujours plaisir un peu de se déplacer. Merci pour l'invitation. C'est un honneur, Marc, de vous recevoir parce qu'en plus, en faisant les recherches, j'ai vu que vous n'avez pas fait beaucoup de podcasts. J'en ai compté un seul en 2021 dont on vient de parler. Donc voilà, ça fait aussi plaisir de vous voir sur ce médium, on va dire. Et on va parler du Figaro. Alors j'avais déjà eu aussi l'occasion de m'entretenir avec Bertrand Gillet, en 2022, directeur du pôle news du Figaro, qu'on salue. C'est l'épisode 76 pour ceux qui nous écoutent, où voilà, on avait vraiment plongé un peu dans la tech du Figaro. Là, on va prendre un petit peu de hauteur avec vous, Marc. Alors, difficile de pas connaître votre nom quand on travaille dans les médias. Vous gravitez dedans depuis longtemps. Après un passage au groupe Lagardère, à l'Express, puis à LSA, vous arrivez début 2011 au Figaro, dont vous prenez la tête. Oui, c'est bien ça. Donc il y a énormément de sujets que j'aimerais aborder avec vous. On va essayer d'avancer au fur et à mesure. Peut-être la première question pour vous. Vous dirigez le groupe donc depuis 13 ans. Donc vous avez vu pas mal de périodes de changement. Qu'est-ce qui a le plus changé si vous regardez un peu dans le rétroviseur, là, ces 13 dernières années? Ça a été un énorme bouleversement. Pour les quotidiens en général, je dirais ce qui m'a le plus frappé, c'est le changement de manière de travailler des équipes. C'est le profond renouvellement des générations de journalistes, de la manière de travailler, et puis c'est le bouleversement quand même des modèles économiques. Je dirige un groupe et c'est au fond ça, toutes ces tendances qui ont eu lieu vraiment pendant ces 10 dernières années, qui ont été passionnantes, difficiles. Ouais, ça, on s'ennuie pas dans les médias, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de changements. Donc dans le groupe Figaro, il y a évidemment le Figaro, mais il y a aussi plusieurs filiales qui a elles-mêmes plusieurs titres, activités. On va revenir dessus et le groupe est détenu par la famille Dassault. Oui. Comment ça se passe la relation avec vos actionnaires? Bon, ça fait maintenant 20 ans qu'ils ont investi dans le Figaro, donc c'est quand même une période longue. Bon, ce sont des actionnaires très professionnels. Ce qui est frappant, c'est qu'ils raisonnent dans la durée. Oui. Et pour le dirigeant que je suis, c'est vraiment très agréable parce que on n'est pas sur une logique de court terme, on est sur une logique de confiance, on est sur une logique de moyen terme, d'investissement. C'est un groupe qui croit en la technologie. Donc l'investissement dans les médias numériques a été tout de suite compris. Et tous les bouleversements évidemment qui sont liés. Donc je dirais c'est un actionnaire idéal pour des activités qui sont des activités en transition et qui ont besoin de stratégie longue. Ouais, de temps et de financement parce que c'est une mutation, c'est une grande transformation. Je m'en serais voulu de pas vous poser la question. Il y a des rumeurs que Dassault se séparait du Figaro qui ont été démenties par l'actionnaire. C'est le cas. Est-ce que ces rumeurs sont toujours sur la table?
Je dois vous poser la question. Bien sûr, mais vous avez raison. Bon, elles sont toujours alimentées de la même façon. Hein. On teste. C'est vrai qu'on est un groupe qui, depuis 20 ans et depuis la décennie qui vient de s'écouler, se développe, est rentable, pèse dans le monde médiatique. On a nos idées aussi. Qui parfois dérangent. Et donc, il y a sans cesse, effectivement, ces rumeurs, mais qui sont un peu créées et qui sont liées, je dirais, d'abord à la disparition de Serge Dassault, puis d'Olivier Dassault. Oui. Et donc, à chaque fois, évidemment, on s'interroge, alors qu'en réalité, vous le savez, Dassault est un actionnaire très fidèle. La famille est très attachée au Ils l'ont répété plusieurs fois. Ils l'ont répété maintes et maintes fois, mais le petit microcosme aime bien relancer, toujours cette rumeur. C'est vrai. En tout cas, voilà, vous l'avez dit. On va parler un peu du bilan. Alors, vous aviez présenté en février là de cette année le bilan avec une progression de 6,5% du chiffre d'affaires à 555 millions d'euros. On est 6 mois après, un semestre passé. Comment s'est passé ce semestre? Écoutez, je pense qu'on est sur l'année dans nos objectifs. Alors, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette année. Je dirais plusieurs points. D'abord, l'actualité a été incroyablement riche. Et c'est vrai que les revenus lecteurs du Figaro en particulier, l'audience, les recrutements d'abonnements numériques ont énormément progressé. Pour vous donner un exemple, sur le mois de septembre, on a progressé de près de 60%. Par rapport à septembre de l'année dernière. C'est énorme. Sur nos recrutements d'abonnements, c'est énorme. Sachant que vous étiez déjà bon et vous n'avez pas non plus révolutionné la manière de faire l'acquisition. Tout à fait. Alors, on a beaucoup insisté, mais il y a surtout une actualité incroyable. Ouais. Je vous rappelle, la dissolution, des conflits, les Jeux Olympiques, des faits divers extraordinaires. Donc c'est vrai que on est sur une période très favorable pour l'actualité et ça se retrouve évidemment dans les audiences et dans les prises d'abonnement. Et je dirais, on va de nouveau progresser cette année sur l'ensemble de nos revenus lecteurs. Je dirais, on est même au-dessus de nos objectifs sur la vente en kiosque. La bonne vieille vente en kiosque traditionnelle. Il est vrai, on a augmenté les prix, mais tellement l'appétit pour l'actualité est fort. Donc c'est vrai que ce sera une très belle année pour la presse d'actualité, pour les sites d'information et donc pour le Figaro. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, il faut prendre, puisqu'on sait pas de toute façon de quoi sera faite l'actualité. Mais c'est vrai que c'est important de voir ce rebond. Un an après l'acquisition de Gala. Oui. Alors comment ça se passe? Écoutez, on va terminer l'intégration à la fin de l'année. Gala était un titre qui était très intégré dans l'univers Prisma. Il est né de cet univers, puisque c'est Axel Gans qui l'a lancé. Et donc, l'imbrication de Gala au sein des systèmes d'information, au sein de l'organisation de Prisma était très forte. Et il a fallu qu'on dénoue petit à petit ces liens, tout en continuant à publier le magazine, à développer le site et bien sûr l'audience des réseaux sociaux. Donc on l'a fait tout au long de cette année et ça se terminera au mois de novembre lorsqu'on aura basculé sur notre propre système l'ensemble du site internet de Gala qui, comme vous le savez, est un site puissant. À plus de 10 millions de visiteurs uniques par an et donc il fallait qu'on le fasse avec précaution. Il ne s'agit pas de perdre de l'audience en basculant et en changeant évidemment de c'est toujours un peu le toujours risque. Et un peu de mutualisation de ressources. Oui, alors nous-mêmes on a nos propres logiques de mutualisation, la régie d'abord. Vous le savez, on a un outil commercial pour l'ensemble du groupe. Donc ça s'est fait au premier semestre. Bien entendu, tous les services support, vente, fabrication, abonnement. Et puis, le dernier pan, c'est le CMS et les systèmes éditoriaux. Et ça a été fait au second semestre. Ça va être terminé au second semestre. Ça, c'est des gros morceaux, effectivement. Oui, avec un vrai risque industriel. Parce que c'est avec ces outils que travaille la rédaction, évidemment. Ouais, bien sûr. Alors, dans les gros investissements aussi que vous avez fait, donc il y en a, ça bouge quand même pas mal. En préparant, je voyais ça. Et un de vos axes stratégiques, c'est le lancement de la chaîne télé locale, le Figaro TV Île-de-France. C'était en avril dernier. Oui. Dispo sur la TNT, les box, Molotov, etc., un peu partout. Vous avez annoncé un passage en national. Oui. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, il est effectif. On a maintenant 2 signaux.
un signal régional Figaro TV Île-de-France qui est présent sur les canaux réservés aux chaînes locales, à la fois sur la TNT et sur les opérateurs télécoms, sur les box d'opérateurs télécoms, et puis un signal national qui est présent d'abord sur les grandes plateformes d'SVOD des télévisions, donc MyCanal, qui est le principal d'entre elles, et ça a été fait à la rentrée de septembre, TF1+, également, j'espère un jour le service public, s'il nous accueille. Pour l'instant, il n'a accueilli que des chaînes publiques ou parapubliques, mais on est candidat en tout cas. Notre idée, Molotov, que vous avez cité, et puis des numérotations spécifiques qu'on est en train de rechercher auprès des opérateurs. Alors, c'est le cas déjà de Free. On est en discussion. C'est quoi des numérotations spécifiques? Sur un signal national. D'accord. Par exemple, sur Free, je crois qu'on est sur le canal 203, avec les bouquets de culture, au lieu d'être évidemment numérotés avec les chaînes locales. Donc, vous voyez deux signaux. TV Figaro Île-de-France qui correspond à la chaîne en TNT, et puis un signal national multidiffusé. Notre idée, on part, j'allais dire de rien, donc notre idée c'est vraiment la multidiffusion. C'est la même logique qu'on a depuis, je dirais, la croissance de nos activités numériques, être présent partout. Il n'y a pas d'exclusive à avoir, un contenu, une grande rédaction, qui produit à la fois des contenus écrits, des contenus audio, des contenus vidéo, des podcasts également, bien sûr une production dédiée aux réseaux sociaux. Ce signal télé, vous voyez l'idée, cette marque Figaro, elle doit irriguer tous les canaux à notre disposition, tous les canaux de distribution de l'information. C'est ça notre pari, c'est ça qu'on recherche. On recherche plus d'audience, plus de proximité avec nos lecteurs, téléspectateurs, internautes, que notre marque irrigue et qu'on continue à être, encore plus que jamais, cette grande marque d'information dans notre pays. On est, vous le savez, au touche-à-touche avec France Info pour la position de premier site d'information dans ce pays. C'était le cas au premier semestre, par exemple. Et c'est ça notre ambition. Parler au plus grand nombre, montrer nos contenus, proposer nos offres et aussi nos valeurs. Et en parlant justement de diffuser partout, toucher un plus grand nombre, est-ce que vous parlez aux jeunes? Alors, parce que la marque c'est hyper intéressant, effectivement, c'est ce qui survivra, c'est ce qui fait que les gens viendront un jour s'abonner, etc. Bien sûr. Comment vous parlez aux jeunes? Alors, je dirais, il faut pas confondre deux choses. Il y a les canaux de distribution et la manière dont les jeunes s'informent et les contenus. Les canaux de distribution conditionnant les contenus. Vous le savez, les formats courts sur les réseaux sociaux, encore plus courts sur TikTok, et puis bien sûr des formats plus écrits et plus traditionnels. Il ne s'agit pas de fabriquer des sous-contenus ou des contenus différents pour nos jeunes publics. Il s'agit d'aller les toucher, créer des contacts là où ils sont, avec la manière dont ils s'informent. Et c'est ça notre stratégie. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est naturellement être au contact des jeunes publics. Je ne crois pas du tout que les jeunes aient besoin d'une information différente. Il ne s'agit pas de dénaturer l'information du Figaro, de la minimiser, de la simplifier. C'est une drôle de posture. Ça, au contraire, il faut parier sur le fait que nos contenus, puissent être écoutés et s'adapter à tous les publics, mais par le format et les usages. Parce que c'est ça qui est frappant chez les jeunes publics, c'est la différence dans la manière de consommer l'info. Beaucoup plus d'audiovisuel, beaucoup moins de lecture écrite. Elle est là, la rupture de ces dernières années. Et donc, il faut que nous, on accompagne nos lecteurs dans la manière dont ils consomment l'information, sachant qu'ils la consomment de plusieurs façons. C'est là-dessus que je voudrais insister, c'est qu'il n'y a pas une manière de consommer de l'info. Il y en a maintenant plusieurs, d'où l'intérêt d'être présent. Partout. Et le podcast, par exemple, est une des voies privilégiées d'ailleurs par les jeunes publics pour consommer de l'information. Donc il faut être partout, et ce que vous faites. Et alors être partout, c'est une super transition, puisque j'ai vu que vous aviez aussi ouvert des rédactions web en région. Oui. Bordeaux, Nantes, Nice, Lyon, Marseille, avec 2 journalistes. J'avais vu un peu le setup, 2 postes de journalistes à temps plein.
Pourquoi et quel bilan 1 an après? Alors c'est vrai qu'il y a une équipe de 2 journalistes en région, puis après on a d'autres correspondants dans les régions dans lesquelles on n'a pas de bureau, plus une équipe centrale, hein, parce que toute cette copie doit être traitée, évidemment, organisée. Donc je dirais, oui, il y a une 12aine de personnes maintenant qui travaillent pour cette offre régionale. Alors c'est quoi le constat? Le constat, vous le savez, hein, c'est que l'information a souvent été accusée, les journaux, les chaînes de télévision, d'être parisiennes et d'avoir un point de vue, je dirais, très parisien sur l'information. Et donc on a voulu, évidemment, aller au plus près de nos lecteurs, réchauffer aussi le site, par une actu plus locale et rentrer en contact avec ces lecteurs qui peuvent à la fois être intéressés par une actualité nationale, mais qui sont aussi intéressés par un regard sur leur ville, mais un regard local. Ouais, c'est un peu le chemin inverse d'un Ouest France, par exemple. Et c'est exactement le chemin inverse d'un Ouest France qui est passé du modèle local au modèle national local. C'est un modèle qui existe d'ailleurs en Allemagne, par exemple. Mais l'inverse est vrai. Si vous regardez les grands sites d'information que sont La Repubblica en Italie, ou les sites anglais ou les sites espagnols, le site d'El País, il y a évidemment une offre régionale. Ouais. Comment être un journal espagnol si on n'a pas une chaîne en catalan ou si on ne traite pas les problématiques du Pays de Galles ou de l'Écosse quand on est un site anglais, et je ne parle pas de l'Allemagne qui est un État fédéral, mais l'Italie c'est la même chose. Ouais. Il y a beaucoup de villes qui comptent et il faut être présent partout. Donc on a suivi cet exemple. Et ça marche bien en termes d'usage? Est-ce que oui, on s'était fixé comme objectif d'un minimum de 2 millions de visites par mois sur ces pages, sur chaque ville. Ouais. On est à cet objectif, on est à plus de 10 millions de visites maintenant. On fait un peu plus de 200 millions de visites par mois, donc ça représente 5%. D'accord. Et notre objectif, c'est d'aller à 10%. D'accord. Je précise que nos concurrents audiovisuels, que ce soit France Info, évidemment, le service public, un site complètement gratuit, disposant de beaucoup de moyens, et BFM, qui a ouvert des antennes régionales partout, ont une offre à la fois nationale et locale. L'offre locale pèse beaucoup pour la réussite de France Info, et qui vient des 24, je crois, stations locales de France 3, et tous ces contenus convergent vers le site de France Info, et c'est la même chose sur BFM. Donc on a aussi des concurrents audiovisuels sur le net. Ouais, et qui font aussi de l'écrit. Tout se mélange, toute cette concurrence converge, et donc on doit aussi affronter cette réalité, je dirais, en développant notre offre locale. Est-ce qu'il y a une monétisation spécifique là-dessus Elle est identique à celle de notre site. Pas de monétisation publicitaire pour la partie gratuite, et puis on commence maintenant petit à petit à mettre un mur et à proposer un certain nombre de papiers payants, et donc ça doit aider au recrutement global du site Le Figaro. Super, on va passer. Dans le groupe, il y a aussi des belles marques dont on parle pas beaucoup. Je pense à CCM Benchmark, par exemple. C'est formidable. Pascal. Oui, c'est une formidable réussite. Cette société, vous savez, est active à la fois dans les médias numériques, avec beaucoup de sites très grand public, et puis aussi dans la publicité à la performance, le marketing à la performance, dirigé par Pascal Pouquet, que vous connaissez. Voilà. On a repris cette société en 2015. C'est ça. Elle a profondément accéléré le changement du groupe en faisant pencher le poids du corps un peu plus vers les activités digitales et sachant que toutes ces expériences sont toujours mutualisées dans tout notre groupe. C'est ça, je crois qu'il faut comprendre, c'est que cette diversification, elle a toujours un sens en matière de synergie. Ouais. C'est-à-dire qu'on a développé un pôle voyage parce que nous avions une activité voyage traditionnelle. Vous savez qu'on organisait beaucoup de croisières et de voyages de groupe, parce qu'on avait des contenus très dédiés au tourisme, et donc on avait la puissance et le ciblage pour pouvoir accompagner le développement d'agences de voyage. CCM, c'est parce qu'on connaissait bien ces activités de médias digitaux, on avait une régie qui était déjà puissante, et on a pu
évidemment mieux intégrer cette société. Le marketing à la performance, c'est parce qu'on avait beaucoup de data, et que on savait qu'on pouvait performer dans ces secteurs grâce, je dirais, à nos données. Donc à chaque fois, il faut qu'il y ait dans ce il faut qu'il y ait une synergie. On est des industriels, tout ça doit avoir une cohérence. Le code génétique de notre groupe a toujours été sur la diversification, la déclinaison des marques. Robert Arsan, qui était l'ancien historique propriétaire du Figaro, avait beaucoup décliné la marque avec le Figaro Magazine, le Madame Figaro, TV Magazine Figaro. Il était très précurseur. Il y avait déjà cet esprit de déclinaison, de diversification, et donc on a gardé ça. Notre ADN qui vient de loin, d'ailleurs le Figaro a toujours été très intrépide sur ses diversifications, alors qu'il a une image de journal très traditionnel, mais en réalité on change sans cesse, et notre réussite c'est peut-être ça, donner l'impression qu'on est toujours là avec les mêmes valeurs, tout en étant capable de beaucoup changer et de faire évoluer nos modèles et de beaucoup innover. C'est ça peut-être le secret de notre réussite. Et je pense que c'est pas mal parce que ça évite de s'endormir déjà. Vous faites encore des acquisitions. Comment est-ce que vous décidez de faire des acquisitions? Est-ce que, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a un grand plan? Vous êtes à 555 millions. Je disais, est-ce que vous voudriez que le groupe Figaro fasse 1 milliard dans 10 ans et donc il va falloir aller chercher de la croissance externe? Il y a un plan comme ça ou c'est très opportuniste? Je crois, non, la taille pour la taille, non. Il n'y a pas de grand plan. On raisonne à la fois par synergie, en complétant par des expertises les métiers sur lesquels on se sent légitime. Je vous ai parlé du numérique. Oui, on se sentait légitime pour avoir au sein de notre groupe un trading desk indépendant, ZBO Media, qui d'ailleurs est une belle réussite et qui bénéficie à la fois de toutes nos audiences et puis de notre expertise. Oui, on se sentait légitime pour compléter notre offre avec cette société parce qu'elle apportait une expertise et un levier supplémentaire pour notre régie. Donc c'est toujours cette démarche qui est la nôtre. Alors après, il y a l'opportunité. Gala, par exemple, c'était l'opportunité puisque Vivendi voulait le vendre. Donc on n'avait évidemment pas imaginé qu'il serait à vendre. Et là aussi, si vous voulez, sur une information d'actualité, c'est notre métier, sur le people, où on est déjà pour partie présent, avec un grand site internet, c'est évidemment notre savoir-faire, sur ce segment féminin, sur lequel on est fort déjà avec le Madame, le Journal des Femmes, qui est le leader de la catégorie. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis, une présence assez emblématique sur les réseaux sociaux, où là, on pensait qu'elle pouvait évidemment être pour nous très inspirante. Ça cochait plein de choses. Gala. C'est quoi les prochaines acquisitions? Je sais pas ce que vous avez en tête. Aucune n'est prévue. Aucune n'est prévue. Aucune n'est prévue. On poursuit nos développements. Mais vous avez cette capacité. Oui, mais il faut bien intégrer. Et je pense que une de nos réussites, c'est ça. C'est d'avoir pris le temps, à chaque fois, d'intégrer les activités, respecter les cultures, respecter les hommes et les femmes. Ça, c'est très important. Sinon, on détruit de la valeur. Oui, il y a beaucoup de groupes qui se plantent, même médias ou hors médias, mais qui vont trop vite. Et en fait, la marque se perd, le projet devient plus lisible. Voilà, et ça, c'est, je crois, le plus difficile, c'est l'humain. Bon, je vous donne cet exemple de CCM Benchmark. Un des fondateurs, enfin le fondateur, Jean-François Pillou, est toujours avec nous. Il est membre de notre comité exécutif, il nous accompagne. Un sacré, et donc, un sacré asset. Mais je pourrais dire aussi la même chose de la chaîne Météo qui nous a rejoint, une application très puissante, aussi puissante que celle du Figaro d'ailleurs. Donc très grand public. Eh bien, les dirigeants sont toujours là avec nous. On a su les intégrer et on a su respecter ce qui faisait la spécificité, tout en déposant. Ça, c'est très important quand même, cette couche de synergie, sinon ça n'a pas de sens. Ça pourrait avoir un sens purement financier, en se disant, il y a une belle, je sais pas, une belle boîte qui va bien, médias, etc. On sent pas trop, mais non, c'est pas votre... Alors là, c'est très clair. On a un actionnaire qui n'attend pas de nous qu'on joue à la holding financière. D'accord. Ça n'a aucun sens pour nous. D'accord. Donc dans le projet, ça doit être vraiment ce que vous disiez. La famille Dassault Place a une activité de portefeuille, elle en a tout à fait la possibilité, évidemment, mais nous, on est des industriels.
Notre savoir-faire, il est dans l'opération. Ouais. Il est dans ce monde des médias et de la publicité, dans ce monde du commerce et des services. Il n'est pas, personne chez nous n'est spécialisé dans le M&A et le placement, évidemment. C'est bien de le rappeler, parce qu'on pourrait l'imaginer qu'il y ait des plans comme ça. On va parler de toute autre chose, Marc, si vous voulez bien. Mi-septembre, on a appris que OpenAI, qui développe donc ChatGPT, a refusé d'ouvrir les négociations avec les deux grands organismes de presse, l'Alliance et le SEPM, pour utiliser donc les contenus des 800 titres présentés de manière payante. Comment vous avez réagi et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? On est très déçus de ce comportement qu'on comprend pas. On a l'impression qu'OpenAI choisit dans chaque pays, en fonction de quels critères, on comprend pas très bien non plus pourquoi, mais des acteurs avec lesquels ils contractent et qui leur servent au fond de caution pour ne pas signer avec les autres. Oui. Donc on peut plus leur reprocher de ne pas avoir contracté avec des médias, mais en réalité ils l'ont fait à moindre frais, à moindre coût, en signant avec l'un d'entre eux. Alors un par langue, c'est ce qu'on comprend aussi. Donc Springer en Allemagne, El País en Espagne, Le Monde ici en France. Le Monde en France. Évidemment, aux États-Unis, ils n'ont pas réussi à signer avec le New York Times. Ah non, au contraire. Qui est en procès avec eux. Ça montre bien que tout ça est une question économique en réalité à la base. Ouais. Mais c'est une drôle de stratégie qu'on comprend pas. Et vous auriez aimé contractualiser avec eux? Bien sûr, parce que c'est l'utilisation de nos contenus. Avec le risque que derrière, une fois qu'ils ont vos contenus, ils puissent dire en fait on n'a plus besoin de vous et vous avez pris au passage quelques millions, mais vous aurez. Alors il y a toujours ce risque. Après c'est un peu des cow-boys quand même. Je les qualifierais pas comme ça. Je pense qu'ils sont comme toutes les plateformes américaines au fond, et ils ont un comportement qui n'est pas différent de ceux des autres. Au départ, évidemment, ils fondent toute leur expertise sur du contenu, bien sûr sur de la technologie. C'est des entreprises très innovantes, mais à la base, il y a un travail, et c'est un travail du contenu journalistique et des auteurs, pour après, derrière, le minimiser quand il s'agit de le rémunérer. Meta n'agit pas autrement. Non. Vous avez vu les déclarations de Mark Zuckerberg qui minimisent systématiquement l'actualité et le travail des journalistes au sein de sa propre plateforme, alors que ces algorithmes les pénalisent, parce qu'à un moment donné, il n'en a plus besoin et surtout, il ne veut pas les rémunérer. Donc, tout ça est quand même toujours un peu la même stratégie. Consiste à minimiser le travail des producteurs et des auteurs et des journalistes. Voilà. Donc OpenAI, il fait la même chose. Il se sert de nos contenus. Il n'a jamais demandé de nos accords, évidemment. Et puis ensuite, il essaye de minimiser ce que ça représente, la valeur que ça représente, pour payer moins, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on pourrait se dire, vu ce comportement, je ne veux pas contractualiser avec eux, je ne veux pas qu'ils prennent mes contenus et on n'a pas besoin d'eux, entre guillemets. On a toujours pensé quand même que nos médias, qui vivent sur deux pieds, le premier pied c'est le revenu lecteur, le deuxième pied c'est le revenu annonceur, auraient besoin d'un troisième ressource. Et cette troisième ressource, c'est quand même le copyright. Ouais. Ça a de la valeur. Ouais. Ah oui, ça a de la c'est valeur. Un modèle économique voisins, pour l'édition, pour beaucoup d'industries de création. Et donc, la presse l'a toujours un peu sous-estimé, sous-évalué. Et c'est vrai qu'avec les droits voisins, mais aussi peut-être demain les licences sur l'intelligence artificielle, enfin on va pouvoir valoriser notre fonds et le commercialiser avec des revenus entre guillemets de licence, comme le font l'édition, le cinéma, la musique, les catalogues, etc. Et d'ailleurs, je profite pour le dire que on a été des acteurs importants pour les droits voisins et on s'est inspiré d'autres industries, et notamment de la musique. Pour créer cette notion de droit voisin et la proposer aux parlementaires. Et ça a bien avancé. Et d'ailleurs, ce mois de septembre, vous êtes positionné avec 6 grands groupes de médias pour assigner Google pour obtenir réparation pour les pratiques anticoncurrentielles sur la publicité. Donc là, on n'est pas sur le contenu, on est sur la publicité, mais ça montre quand même
votre volonté d'aller chercher, soit des revenus ou de la part qui vous. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est pas pour le plaisir, évidemment. Notre métier, c'est pas d'être des financiers qui placent de l'argent, je vous l'ai dit, mais c'est de faire notre travail de médias, de journalistes, de publicitaires. Mais c'est pas non plus de faire des procès. Et on préfère toujours la discussion et la négociation avec ces plateformes américaines qui sont devenues très importantes pour nous, puisqu'elles ont le monopole de la distribution de nos contenus digitaux. C'est quand même ça. Et par ailleurs aussi de la publicité, mais ça c'est autre chose. Et en tout cas des outils que tout le monde utilise. C'est ça, voilà. Donc cette situation de domination, la taille de ces entreprises fait qu'on est obligé toujours de discuter, de coopérer. Lorsque c'est possible, on signe des accords. Quand c'est pas possible, on va demander aux régulateurs ou à la justice d'être dédommagés. Sur la publicité, on a toujours voulu discuter avec Google. On n'a jamais pu obtenir la réparation d'un préjudice évident. L'utilisation de ces outils est un avantage pour Google. Oui, bien Il y a une intégration verticale qui lui donne un avantage. Et d'ailleurs, c'est, vous le savez, l'objet d'un grand procès aux États-Unis qui l'a démontré. L'autorité de la concurrence française et Google ont passé un accord. Google a payé une amende importante en France sur cette notion d'abus de ces outils, de leur utilisation. Depuis, plus rien. Silence radio. Silence radio. Donc, l'autorité, d'ailleurs, a invité ceux qui avaient été victimes de cet abus à demander réparation à Google. Donc, c'est ce qu'on fait. Avec ces groupes. Et vous sentez, que ils vous parlent là ou... Il y a une telle disproportion de poids. Vous le savez, entre les entreprises de médias qui sont très nombreuses, par pays, des métiers plus fragiles, évidemment, et ces entreprises qui sont devenues énormes. Donc, c'est vrai que comme tout libéral, je crois beaucoup à la régulation. Et de ce point de vue-là, face à de tels monopoles, elle a un rôle très important à jouer. Régulation, et puis le droit aussi. Et c'est pour ça qu'on va en justice à chaque fois qu'on y est contraint pour obtenir réparation ou obtenir le paiement de nos droits. C'est important. C'est important de le faire. Et d'ailleurs, donc c'est une bonne aussi transition sur ma question suivante. Être ensemble, on est plus fort. Il y a une concentration aussi dans les médias, plus en plus vive. On parlait de vente là, de gala, mais il y a eu vraiment beaucoup de ventes, de rachats, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cette concentration dans les médias? Alors en France et ailleurs, d'ailleurs, elle existe, elle est réelle dans beaucoup de pays. C'est bien, c'est souhaitable, on n'a pas le choix. Alors en France, c'est une idée reçue. C'est un faux constat. C'est-à-dire que ça a toujours été... Le paysage médiatique en France est très dispersé. À l'étranger, il est très concentré. 2 exemples en France. Aucun groupe issu de la presse ne dépasse le milliard d'euros. En Europe, c'est le cas quasiment dans tous les pays. Même en Scandinavie, qui sont des petits pays. En Suisse, il y a 2 acteurs. Ils sont tous les 2, notamment Tamedia, qui est devenu TX Media, est un groupe qui fait 1 milliard d'euros de revenus, mais c'est le cas de Bonnier, par exemple, ou de Schibsted. Donc les groupes à l'étranger sont beaucoup plus concentrés. Généralement, d'ailleurs, c'est des groupes multimédia qui sont présents dans beaucoup d'activités médias, et à chaque fois qu'ils sont présents dans la presse, c'est avec des portfolios importants. Donc, en France, c'est pas le cas. Et ça va pas évoluer. Le marché est dispersé. Alors, je me pose la question, pourquoi votre question? Pourquoi vous me posez cette question alors que ce n'est pas le cas en France? Il y a un seul grand groupe en France, vous le savez, qui est Vivendi, qui est un vrai groupe multimédia. Oui, avec du studio, du jeu vidéo, évidemment, dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne, c'est des groupes encore plus grands. Bertelsmann est un très grand groupe, Murdoch est un très grand groupe, et je parle pas évidemment des autres groupes américains. Donc pourquoi c'est pas le cas en France? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, et donc le marché est peu concentré. D'accord. Voilà. Mais vous avez cette perception qu'un certain nombre d'acteurs monopolisent ce secteur parce qu'ils sont présents dans l'information. Et c'est probablement pour ça que vous y pensez, mais c'est une fausse idée. En tout cas, c'est pas la réalité économique de marché. D'accord. Et vous pensez que ça va rester comme ça, que ça va évoluer? Comment vous voyez le paysage en 2030? Moi, je pense qu'il est important que les groupes soient forts.
S'il y a des concentrations, c'est aussi pour faire face. On parlait tout à l'heure de ces plateformes américaines. Oui. Mais c'est vrai que plus vous avez une petite taille, moins vous pouvez agir. Plus vous avez une assiette d'activités de revenus faibles, moins vous pouvez amortir vos investissements dans les CMS, dans les outils publicitaires, donc moins vous avez de revenus. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et moins vous pouvez commercialiser vos offres, quelle que soit la qualité de vos offres. Donc la taille compte. Ouais. Et c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, pas un obstacle à la qualité éditoriale. C'est un moyen de la promouvoir et de la commercialiser. Donc moi, je suis convaincu que ce secteur va encore se concentrer et que c'est une nécessité. Vous parliez des relations avec les plateformes, mais oui, le groupe Murdoch pèse plus que nous. Oui. Oui. Eux seuls, ils peuvent... Oui, le groupe Springer pèse plus que nous. C'est certain, dans ces discussions avec les plateformes américaines, ils comptent plus. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, un TF1 M6, vous trouviez que ça avait du sens, cette fusion? Moi, je ne me prononcerai pas, je suis pas un spécialiste de la télévision, mais en tout cas, dans cette logique de peser plus. Je comprends, je pense que ce dossier, je pense que l'image qu'on en a eue a été trop une image d'économie. On va augmenter les tarifs publicitaires et on va baisser les charges, alors qu'en réalité, effectivement, c'était plus un mouvement stratégique pour peser face aux plateformes qui sont très puissantes, notamment aux plateformes américaines de streaming. Et pourtant, Netflix, ça aurait été quand même un acteur, un nain, entre guillemets, pourtant, par rapport quand on regarde la combinaison des deux chiffres d'affaires, ça aurait au fond été petit par rapport à tous ces acteurs-là. Donc c'est vraiment une affaire de perception et de point de vue. C'est pour ça que quand vous dites le marché français se concentre, en réalité, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est bien de le dire. Et pourtant, vous l'appelez, non, peut-être pas de vos voeux, mais c'est important. C'est inéluctable. Ouais, pour faire des économies d'échelle, et pour peser plus. Pour peser plus. Et donc pour défendre le pluralisme. Aussi. Voilà. Alors, en France, il y a des acteurs industriels qui défendent le pluralisme en investissant dans les médias d'information. Ce qui permet de les préserver. Comme aux États-Unis, Jeff Bezos a sauvé le Washington Post. Même si le Washington Post, quelques années après, a des difficultés. Ce qui montre que l'argent, voilà, là, n'est pas tout et que le marché, la presse américaine, l'information américaine souffre énormément aussi. Notamment sur le local. Et bien sûr, parce qu'elle est très peu régulée. Et on voit d'ailleurs à quel point, à part le New York Times, qui est l'arbre qui cache la forêt, l'absence de régulation a des effets catastrophiques. C'est vrai, on est pas mal en France. De ce point de vue-là, oui. De ce point de vue-là. On arrive sur la fin de cet épisode. Marc, j'ai 2-3 questions un peu. Savoir quels médias, par exemple, vous consommez tous les jours ou presque, en dehors de ceux du groupe, évidemment, parce que je pense que vous êtes un bon lecteur de ce que vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres médias que vous lisez vraiment régulièrement? Alors, je suis un très gros lecteur. Je passe mon temps à lire. J'essaie de pas trop le faire pendant les réunions. Je le fais le matin, très tôt, dès que je peux. Non. Alors, premièrement, je lis toute la concurrence, où j'essaie de lire la concurrence pour le Figaro. Donc évidemment, mais d'un point de vue édito, ça vous intéresse? D'un point de vue éditorial, je regarde tout. D'accord. La manière dont les papiers sont publiés, j'essaie de voir qui les signe, quelles sont les orientations, s'ils ont mieux ou moins bien réagi que nous. Donc je suis extrêmement curieux des offres de la concurrence et d'une manière générale, ce que je demande aux managers du groupe, c'est ça. C'est ne pas craindre la concurrence, mais évidemment la respecter et regarder, et voir ce qu'ils font, et être très agressif et très réactif. Donc je suis un très gros lecteur d'actualité. Je lis ensuite le plus de magazines que je peux, évidemment, et c'est pas facile, ce qui veut dire que mes journées sont quand même bien remplies parce que en plus je me dois de lire ce qu'on produit nous-mêmes. Et comme on produit énormément de hors-séries, de magazines, et que dans nos sites internet, donc c'est très compliqué pour moi, mais je sais que évidemment les collaborateurs pensent que je suis censé avoir tout lu. Et donc je le fais aussi par respect pour ce qu'ils font. Ouais, et ça c'est vrai que ça doit prendre un peu de temps. Est-ce qu'il y a, malgré tout je repose la question, un média, un pure player qui serait pas un des gros qui vous plaît, que vous a tapé dans l'œil? Il y a pas mal de lancements, on a encore des lancements un peu en France. Oui, non,
Bon, je dirais le média avec lequel je suis le plus en affinité, c'est le Figaro. Ouais. J'ai une passion pour ce journal, je le défends énormément, j'y consacre beaucoup de mon énergie et je respecte énormément le travail qui est fait par la rédaction, par les rédactions qui sont animées par Alexis Brézet et tous ces efforts qui sont faits. Je dirais, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, qui sont aussi originales. Je note actu.fr, on parlait du local, vous voyez. Bien sûr. Qui a perdu son dirigeant d'ailleurs, je crois, récemment. Mais qui est parti à la retraite, Francis Gonan. Et qui a été une innovation originale, multilocale, et qui a montré quelle était l'importance aussi de l'information locale dans notre pays, à quel point elle pouvait être un succès. Et d'ailleurs, à quel point elle était aussi accélérée par les plateformes américaines. Les plateformes américaines accordent toujours beaucoup d'importance à l'info locale. Et on voit d'ailleurs à quel point il y a une interaction entre les algorithmes, la manière dont les plateformes sont organisées. Et elles ont un impact aussi, là plutôt positif. Positif en l'occurrence, mais c'est vrai que sur Discover, révéler ça cette information locale. Donc, je dirais, voilà. Et puis, je suis frappé par la grande créativité, l'innovation de tous ces petits acteurs indépendants. Vous en êtes un vous-même, mais des lettres confidentielles, des sites, moins de blogs, des podcasts, mais il y a une très très grosse créativité qui correspondait peut-être autrefois en presse au lancement de magazines, de mensuels, de trimestriels, et qui là, cette créativité se retrouve sur le digital. Voilà. Puis le troisième point qui pour moi est vraiment très important, c'est ce poids qu'ont pris ces plateformes américaines et notamment sur les réseaux sociaux, l'incroyable croissance de TikTok, qui évidemment et qui a imposé finalement ces formats. Meta les a adoptés, Insta, YouTube aussi. Et ça, c'est une inflexion majeure de ces 2-3 dernières années. Et vous pensez que vous êtes bien adapté à ça, justement, à TikTok? Je suis pas sur TikTok. C'est complexe. Les formats courts, c'est toujours un danger pour des médias d'information comme nous. C'est toujours un danger. Donc là, on a un très gros défi. Il faut chercher peut-être autre chose. Il faut chercher autre chose, ou alors se dire que c'est une première étape de contact avec la marque et que TikTok est générationnel et pour nous, il faut absolument mettre en place la chaîne de contact qui va les amener à une lecture ou à un visionnage plus approfondi de ce qu'on produit et du travail de nos journalistes. Un peu de notoriété, voilà. Il faut un peu que la marque existe dans toutes les générations. Être présent partout. Exactement. Dernière petite question. Est-ce que si vous deviez dire un mot aux marques de 25 ans qui débutent sa carrière dans les médias, qu'est-ce que vous lui diriez? Il faut être passionné. Il faut être passionné. Les Américains disent engagé, donc maintenant on prononce ce terme d'engagement, mais il faut être passionné. C'est un métier formidable. Évidemment, c'est un métier qui est devenu très difficile. Oui. Il faut pas être. Je voudrais dire qu'il faut pas être dans la nostalgie. Bien sûr, il y a eu un âge d'or auquel se réfère tout le monde, y compris les jeunes journalistes d'ailleurs. C'est étrange qu'ils ne l'ont jamais connu, où ils imaginent une très grande liberté de temps, de moyens, parcourir le monde. Évidemment, les conditions du métier ont changé. Moi, je trouve les journalistes actuels passionnés, travaillent énormément, beaucoup plus agiles, beaucoup plus ouverts en réalité. Je ne crois pas du tout que la qualité éditoriale ait baissé. Il faut quand même lire les journaux d'autrefois pour voir quelles étaient leurs limites, leurs impasses, leurs manquements parfois à la déontologie et au professionnalisme, même s'il y avait du style et c'était flamboyant. Mais je dirais, voilà, c'est un métier passionnant. Voilà, c'est un engagement. Je parlais d'engagement tout à l'heure. Et donc vous diriez aux marques de 25 ans d'aller dans les médias, d'y aller, en tout cas de bien réfléchir, mais de le faire à fond. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est comme ça qu'on s'amuse entre guillemets en faisant les choses à fond. Sinon, c'est dramatique. La toute dernière question que je pense pas que vous ayez lue, est-ce que vous avez un truc cool à nous partager, Marc? Oh non, moi je suis quelqu'un de très sérieux. La mode est au sérieux. Vous avez vu, hein? Ouais. Avec le Premier ministre, exactement. Voilà, il faut être pince sans rire et sérieux. Non, j'ai pas de truc cool expo, à partager. Un livre, une expo aussi. Le truc cool, c'est
de lire Le Figaro. Voilà, ce sera ça. Et oui, parce qu'il y a plein de contenus. Et puis Le Figaro, puis et toutes les autres marques dont on a parlé un peu au cours de cet épisode, il y a de quoi trouver, a priori. Il y en a pour tout le monde dans le groupe Le Figaro. Marc, merci beaucoup pour votre temps. C'est un vrai plaisir de partager un petit peu avec vous. Et merci à toutes et à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.